bonjour tout le monde et re-bienvenue dans un nouvel épisode de Portrait d'Ottawa, l'émission qui vous fait découvrir des histoires, des personnes, des visages inspirants et riches qui font la richesse de notre communauté et d'Ottawa-Gatineau. Bienvenue Mehdi. Merci. Toujours un plaisir de te revoir au Plaisir studio. à partager, hâte de recevoir nos invités aujourd'hui. Tout à fait, puis de découvrir le programme que nous avons aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux initiatives qui sont intéressantes. Alors, on va d'abord commencer, on a au programme Olga qui va nous parler de son initiative d'accompagnement des nouveaux arrivants. Mais avant cela, nous allons accueillir Stéphanie et Olivia, qui sont des spécialistes de la criminalité financière. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Au fait, déjà, le fait qu'on ait reçu votre message, Avemco Consulting, c'est ça? Oui. Et c'était écrit à côté criminalité financière. Moi, j'ai cliqué tout de suite. J'ai dit, ça, c'est quelque chose qui va être intéressant parce que j'ai été victime de criminalité financière, mais je suis certaine que je ne suis pas la seule et que c'est quelque chose c'est une monnaie courante aujourd'hui. Donc, je suis vraiment intéressée et je pense que les téléspectateurs aimeraient également en apprendre davantage et savoir c'est quoi vos services. Donc, c'est qui Avemco Consulting? Bien, pour commencer, Avemco, ce qui veut dire en créole, Avemco, c'est Avem, comme avec moi. Okay. Après, on a ajouté un H pour le côté holistique. Et co, c'est pour collaboration, conformité, consultation. Alors, on a travaillé fort pour trouver le nom, puis on trouve que c'est le nom qui nous identifiait le plus parce que ça parle de nous autres, conformité, être avec nous, se tenir la main, puis de travailler ensemble. Très bien. Et vous avez décidé de vous spécialiser dans la criminalité financière. Pourquoi cela? Oula, alors moi, elle, c'est une experte dans la matière. D'accord. Moi, c'est mon background, c'est plus comme j'ai étudié en droit, puis j'ai toujours été passionnée par tout ce qui était criminalité financière, donc tout ce qui est mafia, tout ce qu'on peut voir sur les Hells Angels, entre autres. Bon, et puis le terrain est très opportun ici au Canada. Et donc, du coup, de mes études juridiques, après, je me suis spécialisée vraiment, j'ai obtenu plusieurs certifications qui mettent vraiment l'emphase, que ce soit sur la fraude, sur le blanchiment d'argent, sur la criminalité financière en général. Donc, c'est vraiment, je dirais, une passion qui m'anime depuis des années, depuis toute petite. En fait. D'accord. Et si je vous pose la question, c'est-à-dire, quels sont vos services? Comment vous aidez les gens? Parce que je sais que c'est un sujet quand même un peu vaste. Et quand on parle de criminalité financière, surtout de nos jours, plusieurs personnes, non seulement Laïla, plusieurs personnes ont été victimes de la criminalité financière. Est-ce que vous avez des spécialités ou bien vous pouvez aider à n'importe quelle victime, je dirais, de criminalité financière? Alors, ce ne sera pas à n'importe quelle victime. On vise vraiment l'application de la LRPCFA, donc la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et financement d'activités terroristes. D'accord. Donc, c'est avec cette réglementation et cette loi que l'on veut venir outiller et aider toutes les entités déclarantes. Donc, la loi cible certaines entités déclarantes, notamment les institutions financières, les courtiers en valeurs mobilières, les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires. Bon, c'est toute une palette d'entités déclarantes qu'on veut venir comme soutenir et aider du mieux possible. Et c'est quoi généralement les problèmes qui surviennent sur le terrain dans ce domaine-là de criminalité financière? Éclairez-nous, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est très nouvel pour nous. Alors, on l'a vu dans la chronique, il y a eu plusieurs institutions financières qui se sont fait taper sur les doigts par le régulateur CANAF. Donc, c'est un manque de procédure, manque de formation, manque d'outils pour faire de la surveillance en continu, manque d'évaluation de risque, que ce soit des produits qu'ils offrent ou également des clients. Donc, ils n'évaluent pas ou inadéquatement les clients. Donc, c'est vraiment couvrir et outiller et supporter toutes ces entités déclarantes. Donc, ce que je comprends, c'est que vos clients, principalement, ce ne sont pas des particuliers, mais c'est plus des institutions. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Donc, c'est des institutions financières. Donc là, on parle de banques, mais aussi ce que vous venez de dire. Les valeurs mobilières. Mais c'est quoi, donc concrètement, c'est quoi les différents crimes les plus courants que vous voyez, au fait
Les plus courants, je dirais, ceux sur lesquels on a travaillé, c'est vraiment sur la détection potentielle de blanchiment d'argent, donc d'utiliser un compte bancaire dans une institution financière qui ferait en sorte qu'on va utiliser donc, cette entité déclarante pour blanchir l'argent. Ça serait ça que nous, on a vu, mais également, ça peut être, pour ceux qui travaillent comme dans l'immobilier, l'utilisation de leur agence ou de leur service pour pouvoir comme blanchir de l'argent via de l'immobilier. Donc, c'est également dans le milieu des valeurs mobilières. Donc, c'est vraiment utiliser l'entité déclarante pour injecter l'argent sale et faire en sorte de le diversifier, de le disperser, pour après, par la suite, faire en sorte que l'argent revienne propre, en fait, paraisse propre. Donc, c'est éloigner l'origine, en fait, de l'argent sale pour le rendre un peu plus propre. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont victimes de blanchiment d'argent, c'est-à-dire qu'on utilise leur compte et qu'on utilise leur nom aussi pour blanchir l'argent, c'est ça? Alors, il peut y avoir effectivement des personnes qui vont être utilisées pour aller blanchir de l'argent. Par exemple, là, j'ai en tête le Smurf, c'est des personnes à qui on va donner des commissions et qui vont venir déposer en dessous du seuil de déclaration qui est à 10 000 sur, par exemple, le compte d'un criminel. Et ça, il va donner des commissions un peu partout à différentes personnes pour qu'ils déposent sur son compte pour après, lui, par la suite, faire une dispersion, donc aller, par exemple, se faire une traite bancaire ou un mandat, ou alors aller investir dans un portefeuille de courtage, par exemple. Donc là, il va aller disperser pour après le ressortir, donc l'intégrer dans l'économie en mode propre. Donc, c'est des personnes qui, autant peuvent utiliser des mules, des Smurfs, si j'appelle, si je puis dire, puis également, c'est des personnes qui volontairement utilisent leur propre compte bancaire pour blanchir de l'argent. D'accord, en cherchant des commissions, j'imagine. C'est-à-dire en cherchant une commission. C'est-à-dire les gens qui se portent volontaires. Oui, ça effectivement, ils vont avoir une partie en retour, effectivement. D'accord. Et donc, j'imagine que, bien entendu, si les institutions ne détectent pas ces actions et que par la suite, on découvre que c'est du blanchiment d'argent, c'est automatiquement des amendes et c'est automatiquement des... Alors, s'il y a en fait, c'est un outil, ce qu'on appelle les déclarations d'opérations douteuses. Donc, à partir du moment où l'institution, donc là, on prend l'exemple d'une institution financière, mais ça peut être aussi comme chaque entité déclarante. Donc, à partir du moment où on a un soupçon qu'une opération est tentée ou complétée pour blanchir de l'argent, donc ils ont l'obligation de soumettre des déclarations d'opérations douteuses au CANAF. Au régulateur. Donc là, il y a cette détection et puis après, revient au CANAF de faire comme les analyses et voir s'il peut y avoir d'autres interconnexions avec d'autres institutions financières, avec d'autres entités déclarantes, par exemple, pour faire des connexions et mener les enquêtes. Et vous, au fait, votre service, comment est-ce qu'il vient appuyer ces cas, en fait? Mais notre service, ça sert à prévention, à détection, puis aussi à gérer les risques en lien avec la criminalité financière. Notre rôle, nous autres, on est là pour vraiment comme aider les entreprises à s'assurer que ça fonctionne mieux. D'accord. Et ma question à propos de cela, est-ce que c'est à travers l'intégration, par exemple, des process au niveau du... Processus, oui, effectivement. Écrire des processus, ça aide beaucoup à mieux détailler parce que si, admettons, une personne est absente, comme ça, avec le processus, c'est comment suivre, quoi faire. C'est toujours pratique. Au moins, il y a une trace qui est là pour dire qu'on suit pour mieux faire les choses. Absolument. Si je peux rebondir, c'est effectivement, comme disait Olivia, donc c'est vraiment les outils, comme dans la structure, dans tout ce qui est process, mais également sensibiliser et former les personnes qui travaillent comme au cœur de chaque entité déclarante. Donc, faire en sorte qu'elles comprennent pourquoi, les sensibiliser vraiment comme à leur importance de détecter, d'être à l'affût, en fait, de tout potentiel, que ce soit fraude ou blanchiment d'argent. Et puis, c'est également évaluer les risques des clients. Donc, savoir si, par exemple, un client qui s'ouvre un compte au Canada, qui habite au Canada, sera considéré comme un risque faible comparativement à une personne qui occuperait un poste à l'étranger. Donc là, il serait qualifié d'étranger politiquement vulnérable. Et là, à ce moment-là, il serait considéré comme un risque supérieur, donc un risque élevé. Et il y a d'autres process. Donc,
tout ça, c'est documenter, expliquer, qu'il y ait une meilleure compréhension, parce que c'est vrai que les départements conformité, des fois, ça semble un petit peu comme zone grise, mais c'est vraiment, c'est ça là. Est-ce que vous estimez que, à travers votre expérience avec les institutions, est-ce qu'il y a une certaine réactivité et je dirais, est-ce qu'on... je sais que les institutions, ils accordent un intérêt spécifique à ce sujet-là, mais est-ce que, je dirais, les employés, parce que vous avez parlé du volet formation, est-ce que vous pensez qu'il y a assez de, je dirais, de culture risque chez les employés? Est-ce qu'ils sont conscients à quel point c'est intéressant de faire attention à ce genre de détails? Est-ce que... c'est-à-dire, comment vous approchez les employés pour leur expliquer l'importance de ce sujet? Mais on offre des formations. Oui. Effectivement. Mais les employés, effectivement, pour répondre à ta question, je pense qu'effectivement, ce n'est pas tout le monde. Parce que c'est vraiment saccadé. Donc, on parle du front office, les personnes qui ont directement la relation avec le client. Ils doivent rapporter des revenus, ils doivent faire des chiffres. Bon. Et je pense qu'ils sont les plus liés à... Effectivement, les premiers ça. à détecter cela. C'est ça, mais on ne va pas se mentir, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Et je les comprends parce qu'il y a autant les pressions en vente qu'après, cette, comme tu disais, cette philosophie du risque, on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Donc après, à voir si on peut revisiter la structure, ce qui m'étonnerait là, mais réactif, je pense que oui, maintenant, toutes les institutions financières, donc moi je parle pour les institutions financières, parce que j'ai toujours travaillé dans les institutions financières, mais je pense qu'elles sont réactives. Pourquoi? Parce que qui est omniprésent? Le CANAF qui met des amendes qui sont salées, donc ils s'aperçoivent à l'heure actuelle maintenant qu'il est important d'investir dans des ressources expertes pour éviter de se payer une amende très élevée, très salée, en fait. J'imagine. Puis moi, j'étais en train de vous écouter, puis j'essaie de voir un peu quelles sont les astuces ou quelles sont les choses qu'on pourrait transmettre aux téléspectateurs pour peut-être éviter ce genre de situation en général, donc de tomber dans un crime financier. Oui, tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit beaucoup de fraudes liées, que ce soit fraude amoureuse ou fraude aux investissements, notamment ce qui est lié avec la crypto-monnaie. Donc pour le volet crypto-monnaie, je dirais que quand on conseille d'agir via des plateformes, ça serait déjà d'aller voir si les plateformes sont legit. Est-ce qu'elles sont enregistrées auprès de l'autorité des marchés financiers? Est-ce qu'elles sont réglementées? Donc ça, c'est très important. Pour ce qui est donc en règle générale, puis fraude amoureuse, fraude à l'investissement, toutes sortes de fraudes. Tu as parlé de fraude amoureuse? Oui. C'est intriguant, ça m'intéresse, c'est quoi? Fraude amoureuse, c'est une personne qui va vous approcher via les réseaux sociaux. Il va profiter de votre vulnérabilité, de votre solitude. Et il va y avoir un développement de relations amoureuses via ce qu'on appelle du love bombing, donc et des compliments et des projets d'avenir à faire. Et on va se marier, on va se voir, on va aller en voyage aux Maldives et tout ça. Bon, bref. Et donc, dans ce love bombing-là, la victime, elle tombe amoureuse. Et puis, elle est prête à donner tout son argent à son argent, effectivement. Et généralement, dans ces cas-là, c'est que les fraudeurs, ils se justifient qu'ils ne peuvent jamais aller à une rencontre physique. Pourquoi? Parce qu'ils ont des grands emplois. Ou là, récemment, il y a eu une fraude qui a été mise en lumière à Calgary, où le fraudeur disait qu'il travaillait pour le gouvernement, donc il ne pouvait pas montrer son visage. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Stéphanie, mais malheureusement, on n'a plus le temps. On prend une courte pause et on se retrouve avec notre prochain invité. De retour parmi vous, mes chers téléspectateurs. Et maintenant, il est temps qu'on découvre et qu'on fasse connaissance avec Olga, notre deuxième invitée, qui va nous parler de Inacan Service. Alors, Olga, bienvenue. Merci. Mais je suis vraiment contente de t'avoir avec nous au plateau. Puis, voilà, qu'on entende aussi parler un peu de ton service qui est le service d'accueil et accompagnement, information en immigration, retour aux études et intégration professionnelle. Waouh, ça fait quand même pas mal de volets. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que ce projet est né? Alors, Inacan est une partie de ma propre histoire. Au moment où j'immigre au Canada, je viens tout fièrement, avec tout le background que j'avais dans mon pays. Je me dis, quand je vais arriver, ce sera tout beau. Mais quand j'arrive, la réalité me rattrape très vite, avec beaucoup de difficultés que j'ai eu à
à rencontrer beaucoup de défis. Cela m'a amené à rencontrer les centres communautaires. Donc, comme je vous ai dit, notamment, j'ai eu à passer dans les différents centres communautaires pour pouvoir comprendre le système, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je comprenne où je suis pour savoir comment est-ce que je dois fonctionner. Alors, je vais pour faire du bénévolat, puis je me rends compte que je le fais tellement bien qu'ils m'assignent la charge de pouvoir accompagner les nouvelles personnes qui viennent dans le centre. Je commence à les accompagner, puis je me rends compte que la difficulté que je rencontre, je ne suis pas seule à rencontrer cette difficulté-là, et que beaucoup traversaient pas mal les mêmes choses que moi. Alors, je suis partie de là, puis je me suis dit qu'il fallait que je continue dans cette lancée-là, parce qu'à chaque fois, j'avais comme des retours positifs par rapport à l'accompagnement que j'avais fait. Donc, cela m'a amené à pouvoir me réorienter et à pouvoir accompagner les personnes qui étaient dans le besoin. Parce que je me suis rendu compte aussi que pour mieux accompagner quelqu'un, il faut avoir vécu ce que la personne recherche. Donc, je me suis dit, en me spécialisant dans l'accompagnement, je pourrais mieux accompagner les personnes qui arrivent au Canada pour les éviter à vivre les défis que moi j'ai eu à vivre, en fait. Et j'ai commis pas mal d'erreurs que j'aimerais que personne passe par là, notamment au niveau de la formation. J'ai eu à prendre une formation, par exemple, qui ne correspondait pas à mon profil et que j'en paye encore les frais jusqu'aujourd'hui. Parce que lorsqu'on prend une formation, ça va avec les prêts. Il va falloir rembourser ces prêts-là par la suite. Donc, du coup, la formation que j'ai prise, non seulement je n'ai pas utilisé la formation, parce qu'à la fin, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. Je n'ai pas utilisé cette formation-là, mais les prêts que j'avais pris, il faut le rembourser. Donc, ça devient un gouffre financier, un poids. C'est ça, et puis ça s'enchaîne parce que ça va avec des intérêts. En tout cas, je ne vous apprends rien. Si vous êtes passé par l'école, vous comprenez exactement de quoi je parle. Donc, non seulement il y a eu la formation, au moment où j'immigre aussi, j'avais un enfant de moins de 5 ans, ce qui n'est pas évident lorsqu'on arrive pour trouver un emploi. Il fallait d'abord un service de garde. Il n'y en avait pas. Vous connaissez les problèmes qu'on a au niveau des garderies au Canada. Donc, du coup, je me retrouve coincée à la maison, puis je ne pouvais rien faire. Donc, mon travail ici, c'est de pouvoir sensibiliser les personnes qui veulent arriver au Canada, qui sont probablement comme, ou alors qui ont mon statut, pour les éviter de pouvoir retomber dans les mêmes erreurs que moi, parce que je fais en même temps de l'accompagnement aussi dans les centres communautaires, et puis je me rends compte que beaucoup font ces erreurs-là en prenant des formations qu'il ne fallait pas, en prenant des services qui ne sont vraiment pas nécessaires pour leur profil. Donc, je les accompagne pour pouvoir prendre les bonnes décisions et éviter de tomber dans des erreurs qui vont payer non seulement très cher financièrement, mais aussi humainement parlant. Parce que lorsque on se rend compte qu'on n'a pas fait la bonne chose, on perd un peu l'estime de soi. Donc, ça devient frustrant. Si je me permets, Olga, c'est quoi la structure, c'est quoi le process que tu vas suivre, par exemple, avec un nouvel arrivant, pour savoir comment l'orienter? Parce que, comme vous l'avez dit, chacun a son background, chacun a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa perception de la vie du Canada. Et c'est-à-dire, quel est votre process? Comment vous voyez, c'est-à-dire comment vous prenez en charge le nouvel arrivant pour l'orienter? Alors, moi, comme je vous ai dit, j'ai les différentes plateformes sur lesquelles on me contacte. Généralement, c'est par là qu'on me contacte. D'accord. Alors, j'offre d'abord 15 minutes gratuites à la personne qui me contacte pour pouvoir comprendre c'est quoi son besoin. D'accord. Alors, lorsque je comprends le besoin de cette personne-là, je travaille en collégialité avec certaines personnes qui ont certaines expertises, notamment des conseillers d'orientation spécialisés, des personnes qui travaillent directement en collaboration avec le gouvernement. D'accord. Donc, lorsque j'entre en contact avec une personne qui vient d'arriver, en fonction de son profil, en fonction de sa passion et de ses objectifs, je l'oriente vers la personne qu'il faut. D'accord. Si c'est par exemple disons les études, moi je ne suis pas qualifiée à pouvoir donner des informations
vraiment palpable au niveau des études. Donc, je l'oriente vers mon collègue avec qui je travaille, qui est conseiller d'orientation. Ah, d'accord. Et c'est lui qui s'occupe de... Donc, ce n'est pas seulement que des conseils, mais c'est aussi que vous les mettez en contact avec la bonne personne. Parce qu'on ne peut pas tout faire seul. On ne peut pas Absolument. avoir toute l'expertise. Et puis l'immigration, c'est tellement grand, donc ça touche à plusieurs volets. Non seulement le volet académique, mais aussi le volet financier, le volet professionnel, le volet personnel. Exactement. Aussi. Donc, c'est avec tous ces beaux mondes-là que je travaille. Donc, lorsque je rencontre quelqu'un qui est dans le besoin de quelque chose que je ne suis pas capable d'offrir, je l'oriente vers la personne qui peut le faire. Mais quand ça concerne mon service, à moi, par exemple, je donne des conseils sur par quoi commencer lorsqu'on arrive au Canada, notamment au volet administratif. Par exemple, lorsqu'on arrive, ce qu'on a d'abord besoin, c'est d'avoir un numéro d'assurance sociale. Donc, je vais orienter la personne par faire d'abord cette démarche-là, à avoir, par exemple, une carte d'assurance maladie, à avoir un compte bancaire, parce que ça va avec. Donc, ce sont des priorités qu'il faut avoir lorsqu'on arrive au Canada. C'est comme une checklist que tu vas vérifier avec... Exactement, avec la personne. Et qui va raccourcir le chemin à plusieurs personnes. À cette personne-là, oui. Mais est-ce que, c'est-à-dire que la personne qui doit te contacter, par exemple, est-ce que tout d'abord, ils doivent être présents ici au Canada ou bien même ils peuvent vous contacter bien avant pour se préparer, je dirais? Au départ, moi, j'étais spécialisée uniquement pour les personnes qui étaient au Canada. Okay. Mais je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui me contactent qui sont à l'extérieur. Justement, parce qu'on a plusieurs questions avant de s'installer. Les personnes ils sont curieux, ils veulent avoir des informations pour ne pas se trouver au Canada perdu. Oui. Donc, j'ai comme deux volets présentement. Si vous allez dans mon site web, vous allez voir, il y a comme deux volets. Les personnes qui sont encore dans leur pays d'origine et les personnes qui sont déjà au Canada. Est-ce que vous offrez également un service pour les procédures d'immigration ou c'est juste pour les personnes qui ont déjà leur statut et qui s'apprêtent à venir ici pour s'installer? Même des personnes qui veulent faire des procédures d'immigration, comme je vous ai dit, je suis en contact avec des avocats, avec des conseillers spécialisés en immigration. Donc, quand ça ne touche pas mon volet, je vais voir l'avocat, par exemple. Si ça concerne l'avocat, je l'oriente vers l'avocat. Donc, si ça concerne le conseiller en immigration, je l'envoie vers le conseiller pour pouvoir constituer le dossier à partir de chez toi. Et puis, quand tu arrives ici, tout est préparé. On peut aller te chercher à l'aéroport, on peut trouver le logement pour toi. Donc, quand tu arrives, tout est déjà organisé. Je trouve que c'est beaucoup plus facile comme ça parce que quand on arrive, par exemple, au Canada où on ne connaît personne, on est perdu. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire. Tout à fait. Alors, lorsqu'on a une personne de référence qui nous aide à avoir, par exemple, un logement, ça nous allège. Ou alors, une personne, moi, par exemple, la particularité que j'ai avec mon service, c'est que je suis disponible 24 heures sur 7. Donc, peu importe à l'heure où tu m'appelles, j'écoute ton besoin et puis, en fonction de ça, je peux te donner rendez-vous. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai eu à travailler dans des centres communautaires. J'ai eu aussi à faire un peu de l'intervention. J'ai vu ce que ça fait d'être pris et de ne pas avoir l'information tout de suite. On ne sait pas quoi faire. Mais une personne que je prends, par exemple, disons, admettons, un dimanche, qui m'appelle, qui est dans des situations compliquées, puis que je le rassure simplement, non, la situation n'est pas grave, ne t'inquiète pas, je te prends demain. Par exemple, ça calme la personne. Ça fait que la personne a plus d'assurance de savoir qu'il aura une solution par rapport à son problème. Et puis ça lui enlève un gros poids aussi. Un gros stress, l'isolement et tout, Ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider les gens à alléger leur charge mentale pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Moi, ma question, Olga, c'est quelles sont les erreurs courantes que tu vois les nouveaux arrivants faire et que peut-être tu aimerais envoyer un message aux téléspectateurs pour leur dire, voilà, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire ou qu'il faut éviter pour pouvoir réussir son parcours d'immigration ici ou d'intégration, comme tu l'appelles. Mais moi, je dirais, les erreurs que je vois qui sont très coûteuses, c'est d'abord la formation. Et puis, on a, je ne dirais pas que c'est un danger, mais on a le syndrome de la communauté. Lorsqu'on arrive quelque part, on cherche on cherche des gens qui sont comme nous pour pouvoir... du même background. C'est ça. C'est assez naturel. Donc, le danger, c'est ça, c'est que c'est l'une des choses capitales aussi que j'ai remarqué parce que la personne qui vous reçoit, si la personne a réussi son intégration, il va vous transmettre la réussite.
Tout à fait. Mais si par contre, la personne a eu des échecs, Oui. vous risquez aussi d'échouer malheureusement. Tout à fait. Donc, On serait moi- imprégné par son énergie. et tout ça, mais la personne va que vous montrer le chemin qu'il connaît. Exactement. Donc, vous allez vous retrouver probablement dans la même situation. C'est pourquoi, vous voyez, les personnes qui sont tout le temps ensemble, ils font pratiquement les mêmes choses. Les mêmes erreurs Donc, qui se moi, je répètent. conseille, lorsqu'on arrive, oui, la communauté, c'est bien, mais après un certain temps, il faut chercher à quitter ta communauté si tu veux évoluer, si tu veux voir S'entourer. d'autres façons de faire, d'autres façons de réfléchir. Donc, Il faut s'ouvrir sur d'autres communautés, sur d'autres cultures exactement, pour être sûr pour que... s'en sortir, pour collecter un peu et puis choisir ce qui est bien par rapport à notre profil. Oui. OK, ça franchement, c'est très intéressant. Et puis moi, je trouve que c'est important d'offrir ce genre de service à la communauté, à la communauté et surtout aux nouveaux arrivants pour pouvoir leur donner un souffle. Parce que de toute façon, quand on arrive ici, on arrive avec un seul rêve, c'est de réussir. C'est Oui. ça. Et qu'est-ce que toi, tu appellerais réussite d'un immigrant ici au Canada? Je dirais que la réussite, c'est de pouvoir vivre vivre avec ce qu'on a, sans demander à côté, sans être stressé. Parce que c'est vrai que réussite, chacun peut définir comme il veut, mais Oui. pour moi, c'est avoir la paix Tout à avec fait. soi-même Tout à fait. et Et de ne pas devoir être à un poids personne. aussi. Merci beaucoup, Olga. Merci pour ces informations enrichissantes. Aujourd'hui, nous avons vu 2 projets qui sont portés par 2 femmes, 2 visions qui sont différentes, mais qui sont centrées sur la communauté et surtout qui aident à enrichir encore plus notre communauté. C'est ça, Portrait d'Ottawa. C'est justement vous montrer la richesse de notre communauté. Je vous dis à un prochain épisode pour découvrir un nouveau portrait d'Ottawa.